Quelque chose? Quelque chose? Quelque chose? Rien. Salut, c'est Andrzej. Ça va être un contenu très problématique parce que, comme je vous connais sur YouTube, il va y avoir des commentaires comme ça. Oh, contenu sponsorisé. Oh, Andrzej n'est pas du tout excité. Cette moto est nulle. Écoutez, je vais simplement dire les choses telles qu'elles sont et vous commenterez comme vous le sentez. Voici la nouvelle Panigale V2S qui, si elle portait un autre nom, serait la moto parfaite et je serais tout simplement en extase. Voici devant vous une toute nouvelle moto, tout comme c'était le cas avec la Multistrada V2. Une moto qui autrefois était incomparable est maintenant comparable car une nouvelle catégorie Super Sport a tout simplement vu le jour. Les 600 comme celle-ci feront partie de la catégorie sport. Ce seront des modèles comme la Daytona 660, la R7 et d'autres similaires. Et celles-ci seront des sportives, tandis que celle-ci sera une super sport avec des cylindrées plus importantes. Il devait y avoir la RC 990 qui n'a pas encore été produite. Dans 2 semaines, je pars essayer la R9. Il y a ici, sur YouTube, une personne que je connais qui attend ça depuis 3 ans, je crois. Je te salue chaleureusement. Et il y aura la Panigale V2. Et on ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve. Et en fait, tout va bien parce qu'un problème? Non, je ne peux pas vraiment appeler ça un problème. Le problème, c'est que je connaissais parfaitement la Panigale V2. J'avais une 899 V2 à moi, en privé. J'ai beaucoup roulé sur une Panigale V2 de course, mais débridée, donc avec toute la puissance. Et j'adorais tout simplement cette moto. À mon avis, c'est l'une des meilleures motos pour les track days que tu puisses avoir parce que tu as 155 chevaux, donc ni trop peu, juste ce qu'il faut, un excellent châssis, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et maintenant, tout à coup, la Panigale V2 a 120 chevaux, et en plus, elle est plus légère d'une quinzaine de kilos par rapport à la précédente, et elle se conduit beaucoup plus facilement. Elle change de direction beaucoup plus rapidement, parce que l'ancienne Panigale V2 est une moto exceptionnelle, mais elle demandait vraiment parfois plus de force, ou disons plus d'effort, pour la piloter. L'ancienne pouvait être considérée comme un litre pas très puissant, alors que celle-ci, on la traitera tout simplement comme une 600 avec un couple vraiment solide. Mais reprenons depuis le début. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est une Ducati. Si vous regardez cette moto sans les carénages, vous voyez que c'est un chef-d'œuvre technique. Ce cadre, ce tout nouveau moteur, tu regardes ça, on a ici une machine tellement dépouillée qu'il ne reste que le cadre, le sous-cadre, le moteur, la suspension, et tu te dis que personne, absolument personne, ne construit des motos de façon aussi extrême. C'est vraiment une Ducati et elle m'a prouvé qu'elle est une vraie, je dirais même une vraie Panigale au moment où j'ai osé la piloter. Nous sommes sur le circuit de Séville, c'est une toute nouvelle installation et au début, j'avais tout simplement peur d'aller vite ici parce que le circuit est vraiment difficile. Il exige de nous beaucoup de courage dans la première partie, puis soudainement, dans la seconde partie, il devient étroit et technique, ce qui m'a permis de très bien tester cette moto. Mais la vérité, c'est que pendant la première moitié de la journée, j'apprenais le circuit et j'apprenais à ne pas avoir peur sur ce circuit. Parce qu'ici, il y a des sections où tu dois passer la 5e vitesse, garder les gaz ouverts, aller à droite, couper les gaz, rétrograder, freiner, puis tu descends et ensuite tu dois encore freiner et c'est tout. C'est tout simplement difficile et tu as peur, d'autant plus qu'il y a vraiment beaucoup d'irrégularités ici. Quelque chose s'est un peu mal passé, donc il faut apprendre à gérer ces irrégularités. Finalement, une fois que tu les as apprises, tu roules tranquillement. L'adhérence est bonne, mais j'étais tout simplement terrifié et je n'ai pas pu rouler vite avec cette moto. Tout simplement, je ne roulais pas vite avec elle. Il me semblait que je roulais de façon dynamique, mais pas rapidement. Si tu ne roules pas vite avec ce type de moto, alors comment peux-tu compenser le manque de vitesse dans les virages? Avec l'accélérateur et en sortant fort sur les lignes droites? Et là, quand tu sais qu'il y a 200 chevaux, il se passe quelque chose. La moto se lève sur la roue arrière et tu te dis, là j'y vais, non? Et puis ensuite le virage et c'est brum 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 brum. Et c'est une moto où, si tu ne sais pas rouler vite dans les virages, tu ne sentiras pas vraiment de quoi elle est capable.
Parce qu'au final, j'ai fait un tour sur ce circuit en 1 minute 54,6. Alessandro, le pilote d'essai, a fait un tour de démonstration en 1 minute 50. Karel, un gars très rapide de République tchèque, a fait 53. Alessandro disait qu'il avait tenté de descendre à 47, mais il avait déjà peur, car cela devenait dangereux sur ce circuit. Mais ça vous donne, vous savez, une idée de la façon dont on roulait ici. Et en faisant ce 54,6, je n'étais même pas encore proche de la limite d'adhérence de cette moto. Toute la journée, je n'ai ressenti ni la moindre glissade de l'avant, ni la moindre glissade de l'arrière. Je n'ai manqué aucun point de freinage, même si j'avais placé des cônes, parce qu'il n'y a pas non plus de panneaux avec les distances, vous savez, et pas une seule fois, même quand j'ai volontairement retardé le freinage, il n'y a pas eu de situation où je suis sorti large et que tout le virage était raté. Évidemment, il m'a éjecté quelques fois, mais il suffisait de corriger et cette moto repartait tout de suite. Vers la fin, quand j'ai commencé à rouler, j'ai fait ce tour plus rapide. C'est là que j'ai vraiment ressenti comment l'arrière commençait à travailler. Quand dans l'Apex, tu avais déjà incliné la moto plus hardiment et que tu remettais les gaz, elle s'accrochait vraiment à la route et puis pouf, elle tournait exactement comme en fait la nouvelle Multistrada qui a probablement le même cadre. Peut-être qu'elle est allégée d'une manière différente. Donc le châssis il est magique, la suspension aussi. Au début, je suis parti et je me suis dit mince, cette moto est trop rigide. Ils l'ont réglé à fond parce que c'est une nouvelle moto, un nouveau circuit, sûrement super adhérent. Donc ils l'ont réglé à fond, mais il s'est avéré que les motos avaient en fait les soupapes complètement ouvertes parce que les mécaniciens faisaient quelque chose. Je ne sais pas, c'est une histoire un peu plus longue. Pour la deuxième session, toutes les motos ont été réglées comme Alessandro l'a décidé et là, tout a commencé. Vraiment, la moto était parfaite. Le simple fait que ce soit un modèle de série, bon, évidemment, c'est la version S, donc avec la suspension Öhlins à l'avant et à l'arrière. Le simple fait qu'ils aient monté des pneus SC1 sur une moto de série témoigne de la confiance qu'ont les ingénieurs, les testeurs et les représentants de Ducati dans ce châssis. Parce que souvent, quand tu prends une moto de route et que tu lui mets des slicks, il s'avère soudainement qu'elle peut rouler moins bien qu'avec des pneus routiers, tout simplement parce que la suspension ne suit plus, elle est trop souple, etc. Et ici, sans problème, grâce au réglage de la précharge, de la détente et de la compression, on a réussi à faire en sorte que cette moto roule comme une bête. Bon d'accord, pas comme une bête, parce qu'on arrive ici au sujet du moteur. Le moteur est parfaitement doux, ce que vont certainement apprécier les personnes qui voudront apprendre à piloter une moto de manière sportive. Ou s'agit-il simplement de conduite sportive, c'est-à-dire sur piste? Il tire déjà du bas, par le milieu, tout uniformément, en douceur, parfaitement. Parfait. Mais si vous êtes un conducteur expérimenté, alors je peux déjà me faire passer pour un conducteur expérimenté. Oui, tu sors, il continue à tirer. Et si soudainement, ok, donc il faut changer de vitesse, et ça tire, il faut changer de vitesse. Je l'ai décrit de cette façon parce que des ingénieurs et des testeurs nous ont interviewés ici. Et qu'en pensons-nous? J'ai dit ceci, si on compare cette moto à celle, vous savez, supposons les 604 cylindres, comme c'était autrefois les super sports, là-bas c'était comme ça, tu roulais, c'était comme ça, non? Rien, puis quelque chose. Et il fallait toujours s'accrocher à ce quelque chose. Et ici, tu roules avec cette moto et c'est comme quelque chose, rien. Ça manque de ça, de quelque chose de plus. Ce qui, en réalité, est dicté par les nouvelles normes et réglementations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je rappelle que l'ancienne Panigale V2 qui courait en super sport, Ducati, les pilotes, toutes les équipes étaient autorisées à ce que l'ouverture des gaz soit, je crois, à 72 ou 74%. Je ne me souviens plus, car cela changeait. On me fermait tout le temps un peu les gaz, comme si on me limitait. Donc cette moto, même si en version d'origine, elle développait 155 chevaux, en version Super Sport, elle en développait 140. Ici, nous en avons 120. Si on installe un échappement Termignoni qui commence déjà à sonner mieux, et honnêtement, celui-ci a l'air sympa, mais on va tout de suite parler de la qualité. En fait, pas même à la qualité, mais à l'apparence. Ici, avec le Termignoni, on a déjà 125 chevaux. Et si les mécaniciens de course commencent à bricoler ici, on aura bientôt la même puissance sur cette moto, c'est-à-dire 140 chevaux, mais elle sera beaucoup plus légère, car avec l'échappement, elle pèse déjà, je crois, 165 kg sans carburant. Ducati indique toujours le poids sans carburant, mais là, peu importe, donc le rapport poids-puissance sera finalement meilleur et cette moto sera développée. Donc c'est pareil que pour le R9, et là je n'ai même plus envie de citer d'autres motos, parce que je suis aussi un peu fatigué. C'est un pas en arrière pour ensuite faire 2 pas en avant, et nous tous,
qui connaissions ces 600 de Silésie et ainsi de suite. Et ceux d'entre nous qui peuvent se plaindre, eh bien, nous ne sommes plus la cible, les clients, l'objectif de ces fabricants. Il s'agit d'une nouvelle génération de personnes qui vont commencer à rouler sur ces motos et elles vont continuer à évoluer. En ce qui concerne d'autres aspects, le quick shifter était parfois trop sensible ici, le capteur était trop sensible, mais ce sujet était déjà présent sur la Multistrada. C'est certainement une question de calibration. Je suis tout à fait confiant que cela fonctionnera parfaitement, car le quick shifter de Ducati et les boîtes de vitesse elles-mêmes ont toujours été de première qualité. Et pour être clair, il n'y a pas de Desmo ici, si jamais cela intéresse quelqu'un, et il n'y a pas non plus de bras oscillant unilatéral. J'aurais aimé avoir un bras oscillant unilatéral, car démonter une roue classique, ce n'est pas simple, mais ici, la priorité était la performance. Et il n'y a pas de Desmo, car ils ont dit que le Desmo n'est pas nécessaire à de tels régimes. Il monte à plus de 11 000 tours, et à de tels régimes et avec de telles performances, ce n'est pas nécessaire. De plus, c'est plus cher, plus coûteux à entretenir. J'en parlerai plus techniquement dans le magazine. Le moteur est oversquare, c'est-à-dire que le piston fait 98 mm. Il est vraiment doté d'un piston énorme, alors que la course n'est que de 61 mm. C'est pour cela que ce moteur monte dans les tours de façon agréable et très volontiers. Bon, je me suis encore perdu. C'est super pour faire des wheelings. Et vous savez quoi? En fait, ce sont vraiment les 2 dernières sessions qui ont fait la différence pour moi. Jusque-là, je traînais un peu, je me disais que cette R7 de Ducati était sympa, mais en fait, je roulais trop lentement et ce n'est que lors des 2 dernières sessions, après avoir bien bu et mangé, et quand Marius est arrivé, je me suis dit, bon, je vais me montrer devant Marius. J'ai poussé un peu pendant une session et là, je me suis dit, mince, ça commence à devenir sympa. Et la deuxième session, c'était celle où on pouvait faire des wheelings sur la ligne droite là-bas, parce que les photographes étaient postés là exprès, donc c'était une session plutôt récréative. Donc j'ai déjà fait des wheelings avec cette moto sur toute la ligne droite, deuxième, troisième, quatrième, à l'accélération, tout à l'accélération, deuxième, puis troisième, quatrième, cinquième. Et je roulais comme ça, je pouvais rouler tranquillement parce que la vitesse était tellement élevée que la roue pouvait rester assez basse. Je voyais la roue avant en l'air, comme ça. Je roulais tranquillement, aussi longtemps que je voulais. Et c'était vraiment 100% sous contrôle, totalement maîtrisé. Ensuite, justement, Alessandro m'a dépassé. Je me suis dit, bon, je vais encore pousser un tour de plus. Et j'ai vraiment attaqué ce tour-là. Et j'ai enfin réussi à enchaîner ces virages. Parce que sur ce circuit, si tu ne réussis pas à passer ce double virage à l'aveugle, où tu montes une bosse sans savoir si tu auras assez d'asphalte sous les roues, tu dois vraiment élargir ta trajectoire pour pouvoir passer là-bas. J'ai réussi à enchaîner ces virages et le chrono de 54 est apparu. Je me dis, bon, c'est pas la honte, je ne suis qu'à 1 seconde de Carrel et à 4 secondes d'Alessandro. Et pour moi, ce qui compte, c'est que je suis seulement 4 secondes plus lent que des gars vraiment rapides. Là, je suis content. Donc au final, c'est vraiment top parce que c'est toujours une Ducati, non? Avec le pot Terminioni, ça sonne bien. Sans Terminioni, c'est moyen, mais c'est à cause de l'Euro 5+, et ce n'est pas la faute de Ducati. La plus grande faute de Ducati, c'est que, comme je le disais avec Joson de Corée, dans le cas de la Daytona 660, ça fait picou-picou ou quelque chose comme ça, tu t'approches de la bécane et ça grince. Ici aussi, si tu touches, ça peut grincer. En général, ces commutateurs sont censés être bons et tout. L'écran est super et sympa. Il est très facile de changer les modes et le chronomètre autour est GPS et affiche les secteurs. Tout ça fonctionne de manière géniale. C'est rare. Vous ne trouvez ce genre de choses que chez Ducati. Il y a le régulateur de vitesse, les poignées chauffantes et tout le reste. Mais cette moto ne sera pas bon marché et il ne peut pas se passer que quelqu'un vienne au showroom, touche, appuie comme ça et que ça fasse ça. Et il semble qu'il l'ait pris en compte, donc on verra si ce sera corrigé parce que ce sont des choses qui peuvent l'être, parce que bon sang quand même. Ce sont aussi des motos de pré-série, même si j'ai déjà parlé de la Multistrada et quelqu'un m'a dit qu'il avait déjà touché une Multistrada en concession et que certaines choses grinçaient aussi. Ou alors, ici, il y a des câbles qui pourraient tout simplement être mieux agencés, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est comme ça. Les ingénieurs responsables du cadre, du moteur, ont reçu leurs directives, leurs objectifs, combien de puissance cela doit avoir, etc., comment cela doit se tenir ici, et ils ont fait leur travail vraiment à la perfection. Franchement, ils ont vraiment bien défendu ce modèle de moto, parce que même au niveau du son, quand tu roules, ce n'est pas comme si c'était une bouse, tu sens vraiment que c'est une Ducati et tout est super. Mais ceux qui s'occupent des plastiques, de l'ajustement, de la finition, vous voyez, c'est comme s'ils avaient dormi,
qu'ils n'étaient pas venus travailler ou alors qu'ils ne s'étaient tout simplement pas autant appliqués que ceux qui s'occupent des aspects techniques. Et vous savez, ce sont des choses avec lesquelles on peut vivre parce que malheureusement, tous les constructeurs, enfin peut-être pas tous, mais la plupart commencent déjà à chercher des économies dans des endroits parfois étranges, mais ça ne devrait pas être le cas chez Ducati, tout simplement, parce que s'ils construisent leur marque comme étant très haut de gamme et qu'elle doit être vraiment, 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 vraiment exceptionnelle, alors elle doit l'être dans les moindres détails. Il ne faut pas que quelqu'un s'approche, touche la moto dans le showroom et se demande ce que c'est censé être. En fait, je regrette un peu que nous n'ayons pas roulé, que nous ne soyons pas allés avec cette moto sur la route, mais en réalité, je n'aurais pas du tout envie de conduire une moto aussi sportive sur la route parce qu'elle y serait bien trop rapide. En fait, je ne sais même pas quelle vitesse j'ai atteinte aujourd'hui. On verra sur l'onboard, mais il me semble que j'aurais perçu ce moteur de façon totalement différente sur la route. Vous savez, vous arrivez sur le circuit et bam, 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 bam. D'autant plus qu'ici, la ligne droite était en montée, et ainsi de suite. Sur la route, il me semble que ce couple, cette puissance, ce serait du genre « Waouh, c'est génial !» Je ne sais pas, on verra ce que vous allez m'écrire, parce que ces motos seront sûrement bientôt disponibles. Alors, prenez-les simplement pour un essai, et ensuite revenez à cette vidéo et écrivez dans les commentaires « Et je l'ai essayé, et je pense ceci, cela, ceci et cela. » D'accord? On verra bien si je m'y connais ou pas, et c'est tout. Écrivez dans les commentaires ce que vous voulez encore savoir, car je vais rédiger cet article pour le journal et j'essaierai d'approfondir encore plus ce sujet. Bien à vous!